On n'est pas des moutons, reprenons le contrôle de nos données. Un podcast Oxybox, animé par Damien Douany et François-Henol Feujas, CEO d'Oxybox. En vous baladant sur Twitter, vous êtes peut-être tombé sur une vidéo de l'ex-secrétaire d'État au numérique, Mounir Mahjoubi, expliquant que la souveraineté numérique, c'était de ne pas acheter chez Amazon et d'utiliser Quant. Cela prouve deux choses, que le sujet est à la mode et qu'il est surtout facile de raconter n'importe quoi. On va donc remettre les choses au carré dans ce deuxième numéro d'On n'est pas des moutons, le podcast qui parle de confiance numérique et qui décrypte les manières de reprendre le contrôle de nos données. À mes côtés, François-Henol Feujas. Bonjour François. Bonjour Damien. Et en face de nous, le député de la Vendée, Philippe Latombe, est rapporteur de la mission d'information sur la souveraineté numérique. Bonjour. Bonjour. On dit monsieur Latombe, monsieur le député Monsieur Latombe, monsieur le député, ou comme vous voulez. D'accord, très bien. On reste muet face à de telles approximations venant d'un ancien responsable gouvernemental, donc on ne va pas les commenter. En revanche, on va parler un tout petit peu d'actualité, en commençant par parler de l'actualité brûlante d'OVH et des centaines de sites qui ne répondent plus suite à un incendie. Est-ce que c'est l'arbre qui cache le désert des cloud centers en Europe ? Je ne sais pas si c'est l'arbre qui cache la forêt, mais en tout cas, c'est un mauvais signe. C'est dommage parce que ça touchait en plus un fleuron, une pépite française. Ça montre par contre deux choses. La première, c'est qu'on n'a pas assez de data centers en France. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que beaucoup de clients râlent en attribuant à OVH toute la responsabilité de la perte des données. Et ça, c'est absolument pas acceptable. C'est aux propriétaires des données et donc aux entreprises de s'être assurés qu'ils avaient des plans de recouvrement, des PRA, des PCA, qu'ils avaient sauvegardé leurs données ailleurs, ou qu'ils avaient bien souscrit auprès d'OVH des offres qui permettaient de confier à OVH la sauvegarde des données sur d'autres serveurs avec de la redondance. Ceux qui avaient souscrit cette offre n'ont pas été impactés plus que ça. Donc ça montre aussi qu'il y a un retard dans l'esprit des entreprises et des administrations. Parce que les administrations étaient fortement touchées par cet incendie. Il n'y a pas de plan de sauvegarde, c'est quand même dommage, ou plan de recouvrement, c'est dommage. Alors, c'est pas quelques centaines de sites, il s'agit en fait de millions de sites qui ont été impactés, 3,6 millions d'après les estimations. Alors, monsieur Latombe, vous dites qu'il n'y a pas assez de data centers en France. Alors, il y en a quand même 150, quelque chose comme ça. C'est pas un réflexe très politicien de dire qu'il faut construire plus pour répondre ? Alors non, parce que c'est pas des ronds-points quand même. Non, c'est pas des ronds-points. Non, nous avons auditionné dans le cadre de la mission justement l'industrie des serveurs, l'industrie des data centers, et qui nous disent qu'aujourd'hui on en manque en France et que beaucoup préfèrent, pour des raisons qui sont peut-être politiques, parce que ce sont des grandes entreprises et qu'ils ont des filiales un peu partout, les construire dans d'autres pays, et notamment sur la plaque d'Amsterdam. Et aujourd'hui, la plaque d'Amsterdam est très forte sur ce sujet-là, et l'industrie française nous dit qu'on devrait pouvoir en installer plus en France, et qu'ils ont des difficultés, notamment de normes d'installation, que l'installation dans certaines zones est impossible, que des collectivités refusent d'installer des data centers. Il va falloir qu'on lève ces freins-là si on veut pouvoir avoir un écosystème sur les data centers qui soit performant et redondant. Alors on a vu que Washington s'inquiétait de la Commission européenne qui se durcit sur le transfert de données. Est-ce que c'est peut-être le début d'une prise de conscience ? Et alors justement, vous êtes l'auteur d'une récente tribune, une lettre ouverte à Emmanuel Macron, où vous dénoncez l'hégémonie des GAFA et vous appelez justement à une prise de conscience politique de la souveraineté numérique. Donc ça pose pas mal de questions, ça, François. Évidemment, ça en pose énormément, mais la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que la souveraineté ? Et je me tourne vers vous, monsieur Latombe. Le début de la mission a été beaucoup consacré à ce sujet-là parce qu'il y avait une pluralité de définitions, de tous les acteurs avaient leur propre définition, tout le monde avait sa propre définition, et on a passé un peu de temps à auditionner et on continue à poser la question à chaque fois qu'on a une audition sur qu'est-ce que la souveraineté pour vous, et on arrive à une définition qui est une définition dont on a discuté hier lors du rapport d'étape auprès de la mission. C'est de dire, et c'est en fait deux définitions mises bout à bout, c'est de dire que la souveraineté, c'est la capacité d'établir des règles dans le domaine du numérique, de contrôler les impacts de ces usages et d'être autonome sur les principales technologies numériques. Mais c'est aussi la préservation de notre liberté de choix, la maîtrise des compétences numériques au sein de l'État et la protection de la réversibilité des choix effectués. Avec cette définition qui est effectivement très large, on englobe à la fois la partie numérique de l'État et à la fois la partie numérique de l'ensemble des écosystèmes. Oui, pour autant, je note quand même qu'il y a la notion de la réversibilité qui est quand même un point très intéressant, parce que ça veut dire qu'on doit pouvoir revenir en arrière, on doit pouvoir récupérer ces données, par exemple. C'est le principe du choix. C'est que si vous faites un choix à un moment, il faut que vous puissiez vous assurer que ce choix ne vous contraint pas dans l'avenir et ne vous embarque pas pieds et poings liés avec le choix que vous avez fait. Et donc la réversibilité, c'est ça, c'est la possibilité à un moment de revenir sur son choix dans des conditions qui soient techniques ou financières,
Et quand on le voit avec les GAFAM, c'est à la fois les deux. C'est des conditions techniques, mais aussi des conditions financières, puisque la sortie des données chez les GAFAM dans les clouds, et notamment chez les deux plus grands, est très chère. Beaucoup plus cher que d'y mettre des données, c'est bizarre. Ils acceptent beaucoup qu'on donne des données, mais Azure quand on veut les reprendre, c'est plus compliqué. Azure et WS, ouais. Donc Microsoft et Amazon. Et donc cette réversibilité est quelque chose d'absolument nécessaire, puisque c'est celle qui permet de continuer à pouvoir faire le choix. Or, la notion de souveraineté, c'est de faire un choix. Donc il faut qu'on ait la continuité dans le choix. C'est ce que d'ailleurs on met dans la tribune, vous en parliez tout à l'heure, pour dire que des choix qui sont faits à un moment doivent pouvoir être très rapidement remis sur le métier et éventuellement changés. Dans le cas du HDH, c'est ce qui nous inquiète, c'est que la réversibilité, elle est prévue à 24 mois. Enfin, une réversibilité dans le domaine des nouvelles technologies du numérique à 24 mois, c'est un temps infini. Enfin, c'est plus du temps court, c'est du temps très très long. Donc ça nous pose une question. Et quant à votre message sur les États-Unis, qu'ils s'inquiètent de la volonté des Européens de commencer à protéger leurs données en dit long sur la mine d'or que nous représentons. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels j'ai envie de revenir. Votre réponse était très très dense, donc on va pas parler de tout. Alors, je vais déjà revenir sur la définition de la souveraineté. Donc, ce qui est très bien avec cette définition, en fin de compte, c'est qu'on parle aussi bien de la souveraineté de l'État que de la souveraineté de l'individu ou potentiellement d'une entreprise qui agit dans le contexte du cyberespace comme une entité à part entière. C'est ce qu'on voulait, c'est que la souveraineté ne doit pas être simplement l'apanage de l'État, c'est l'apanage de l'intégralité des citoyens, des entreprises et de l'État. L'État n'étant qu'un tiers, notamment dans l'hébergement de données qui appartiennent aux citoyens. Et donc, si on veut de la confiance chez le citoyen, dans l'État, il faut que l'État puisse avoir la possibilité de changer ses choix en fonction des évolutions technologiques. Donc, c'est important pour nous. Donc, qu'en fait, que l'État, justement, soit capable de faire appliquer la réversibilité. Ah oui. Vous parliez du Live Data Hub, c'est très bien. Et puis, en fin de compte, ça fait le lien avec la question du PRA. Parce que, est-ce que la réponse, aussi bien à la réversibilité qu'à la problématique de PRA, c'est le support forcé, standardisé peut-être. Peut-être préciser PRA, François. Pardon, effectivement, PRA, donc pour plan de reprise d'activité, voilà. Ce qui permet de faire en sorte que quand un data center brûle, on est capable de redémarrer rapidement, voire immédiatement. Hein. Il y a des mécanismes de PRA qui vont permettre un redémarrage en temps zéro. Et justement, est-ce que pour pouvoir assurer les problématiques qui sont en fait liées à la réversibilité et qui sont liées au PRA, techniquement, elles sont assez similaires. Et est-ce que, justement, la réponse à ça, c'est pas que l'État se contraigne ou inscrive à un moment donné l'obligation de faire du multi-cloud, par exemple? Si, évidemment. Ça veut dire que l'État doit avoir une vraie stratégie, et une stratégie qui n'est pas... Et c'est un des reproches que l'on entend très, très régulièrement. Il faut que l'État ait une stratégie globale, commune. Il ne faut pas que chaque ministère soit en silo. Il ne faut pas que chaque ministère fasse ce qu'il veut dans son coin. Il faut qu'on ait une vision, une stratégie commune de l'État. Je vous prends un exemple. On a beaucoup parlé des attaques sur les hôpitaux. On se rend compte que les hôpitaux n'ont pas de PRA et n'ont pas de PCA. PCA, plan de continuité d'activité. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'hôpitaux ne sont pas capables, aujourd'hui avec de l'informatique quasiment à zéro, de redémarrer comme il faudrait. Et ils n'ont pas le plan de redémarrage tel qu'ils devraient l'avoir. Et ça, aujourd'hui, si on doit dire aux hôpitaux qu'il faut qu'ils l'aient, il faut qu'on leur donne un cahier des charges, il faut qu'on leur donne une doctrine et qu'on leur donne des outils pour le faire. Et donc ça, il faut qu'on l'ait hôpitaux par hôpitaux pour qu'on puisse avoir une éducation complète des soignants et des administratifs des hôpitaux en cas d'attaque. Donc ce que j'entends, c'est qu'il faut avoir une vision globale et coordonnée des choses. Ça revient à avoir ce qu'on appelle un CTO au niveau du gouvernement, ou justement au niveau de l'État. Alors en clair, un CTO, donc un responsable technologique qui soit capable de coordonner l'ensemble. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que c'est en silo. En clair, alors c'est un constat, et ça c'est une certitude, tout fonctionne en silo. Donc il faut qu'on ait quelque chose de transverse. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. D'abord, on pourrait avoir un ministère totalement dédié au numérique, transverse. Et pas un sous-secrétaire d'État rattaché à Bercy ? Le fait de le rattacher à Bercy et d'avoir un secrétaire d'État en dit beaucoup sur le pouvoir et le poids que peut avoir le ministre dans le cadre d'arbitrage. S'il était directement ministre de plein exercice rattaché au Premier ministre, ça change la donne. S'il a sa propre administration, ça change les choses. Aujourd'hui, il profite de l'administration de Bercy. Mais on profite d'une administration, on n'en est pas totalement maître. C'est de la sous-traitance, mais c'est pas ce qu'on veut. Et puis, effectivement, il faut qu'au sein de chaque ministère, on ait des référents, on ait une structure administrative qui soit coordonnée avec l'ensemble de ses collègues pour justement, chaque fois qu'il y a un besoin ou chaque fois qu'il y a un choix, s'assurer que ce choix et ce besoin est bien partagé avec les autres et qu'on va pas qui tire pas dans leur coin et qu'on est obligé ensuite de tout ramener.
On va revenir sur la question de la souveraineté. On entend souvent, et on le voit, il y a des approximations de plus en plus qui fleurissent sur souveraineté égale bleu-blanc-rouge, technologie bleu-blanc-rouge, les licornes françaises, etc., etc. Ça pose quand même pas mal de questions, François. En fait, le sujet de la souveraineté, en fin de compte, est devenu un sujet marketing. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui disent « achetez-nous parce que nous, on est français, donc on est souverain. Et donc, pour que vous soyez souverain, il faut absolument que vous achetiez des solutions qui soient absolument françaises. » C'est un dévoiement ? Non, c'est du marketing, et c'est plutôt pas trop mal. Pour une fois qu'ils utilisent un bon argument en marketing, c'est bien. Non, la souveraineté n'est certainement pas l'hégémonie à l'américaine, et n'est certainement pas la centralisation et le contrôle à la chinoise. La souveraineté, c'est la capacité à pouvoir faire des choix. Non, c'est pas le souverainisme, c'est la possibilité de faire des choix. Et ces choix-là, on doit pouvoir les faire dans un environnement législatif, réglementaire et technique que nous maîtrisons. C'est la question du choix que j'avais évoqué tout à l'heure. Et donc, très clairement, c'est pas simplement faire du bleu, blanc, rouge. C'est d'abord de faire de l'européen, parce que nous avons aujourd'hui une vision. Alors, elle peut avoir des différences et des divergences, mais on a une vision quand même commune, notamment sur la donnée, sur ce qu'est la donnée en Europe. Et on a d'ailleurs la Cour de justice de l'Union qui est un fervent défenseur de ce que c'est que la donnée en Europe. Et d'ailleurs, il nous pose quelques difficultés en France. Ça montre bien que le bleu, blanc, rouge n'est pas forcément toujours la bonne solution. Mais ça veut dire que on doit pouvoir utiliser des solutions avec des réversibilités. On peut utiliser du Microsoft, on peut utiliser du n'importe qui, tant qu'on a la possibilité de savoir pourquoi on l'utilise et de pouvoir y revenir si jamais on en a besoin. Et donc, c'est pas simplement que du bleu, blanc, rouge. La souveraineté, c'est la capacité à faire un choix, je le redis, et ce choix-là, il doit être fait en conscience. Il peut parfaitement se comprendre en utilisant des solutions non européennes. Par contre, pour les données de l'État, je pense que là, il y a une vraie difficulté d'utiliser des solutions non européennes. On va y revenir, François. Par exemple, lors du précédent épisode d'On n'est pas des moutons, du premier épisode d'On n'est pas des moutons, nous avons reçu Olvid, qui est une offre de messagerie qui se veut souveraine et qui pourtant exploite des serveurs qui sont aux États-Unis chez Amazon. C'est compatible ? Si aujourd'hui c'est compatible, s'il y a de la protection et si la promesse qui est faite à un moment est bien tenue. C'est là où le marketing doit se différencier de... Cédric Sylvestre, qui était notre invité, disait « Pour moi, une technologie est apatride. À partir du moment où elle est bien conçue pour respecter les différents éléments que vous avez cités, on peut très bien utiliser du Amazon. Nous, ça nous sert parce qu'Amazon a une très bonne offre et que ça nous permet de nous déployer à l'international, donc d'être compétitif. » À partir du moment où on sait démontrer que technologiquement, on peut garantir la souveraineté par le code, qui certes est apatride, mais où la technologie va permettre de garantir une confidentialité de bout en bout, et donc une isolation des législations que peut tenter de nous faire appliquer Amazon. Mais vous avez raison, et il a raison aussi quand il dit ça, c'est qu'il faut maîtriser la technologie de bout en bout, être sûr de pouvoir démontrer à chaque moment que quand on a codé les informations, quand on les a chiffrées, que le chiffrage et le déchiffrage se font dans des conditions qui ne permettent pas à d'autres personnes que ceux qui ont besoin de voir les informations les voient. Quand la Cour de justice a invalidé le Privacy Shield avec le fameux arrêt Schrems, elle a quand même autorisé les clauses standards, en disant que les clauses standards devaient permettre de pouvoir sécuriser les informations qui seraient éventuellement transmises. Donc elle ne dit pas qu'on ne peut pas utiliser les clouds étrangers, notamment américains, elle dit simplement qu'on doit avoir une démarche proactive de protection des données et la certitude de pouvoir démontrer à chaque instant que ces données, on sait où elles sont et on sait qui peut les voir. Est-ce qu'on peut juste vulgariser très rapidement le Privacy Shield, les Schrems ? On s'attache à définir un petit peu ce dont on parle dans ce podcast. L'Europe a une vision des données très particulière, les Américains aussi, et l'Union européenne avait défini des règles en disant que quand les pays, on pouvait envoyer des données européennes, d'Européens, dans des pays étrangers s'ils avaient un niveau de protection suffisant. Et pour valider ce niveau de protection entre les États-Unis et l'Europe, pour dire qu'elles étaient équivalentes, on avait signé un accord qui s'appelait le Privacy Shield. Et cet accord a été envoyé en justice par Max Schrems, qui était déjà un activiste, puisqu'il avait déjà invalidé le premier accord. Et la Cour de justice de l'Union lui a donné raison en disant qu'il n'y avait pas d'équivalence de protection des données entre les États-Unis et l'Europe, et que l'Europe avait des standards plus élevés que les Américains, et que donc on ne pouvait pas envoyer nos données
sans des protections complémentaires. Par exemple, Facebook qui envoie les données aux États-Unis. Voilà, c'est en fait le principe, le problème, il est aussi parti de là. La démonstration est partie de Facebook. Et d'ailleurs, ça pose des questions à Facebook qui, aujourd'hui, a menacé quand même les Irlandais d'enlever sa filiale et d'arrêter de travailler avec les Européens parce qu'ils n'avaient plus la possibilité d'envoyer les données aux États-Unis pour les traiter. Bon, donc ça montre bien qu'il y avait un niveau de divergence de protection des données. Alors justement, si on revient sur ce point politique, et la question de... finalement, vous disiez tout à l'heure qu'on n'avait pas une vision forcément à l'américaine, mais entre souveraineté et protectionnisme, des fois la barrière peut être un peu limite, ou tout au moins, on va dire, sur l'impulsion, le rôle de l'impulsion de l'État par rapport à l'innovation et par rapport à cette notion de souveraineté. C'est quoi aujourd'hui le positionnement de l'État, ou même des États par rapport au niveau européen? Est-ce que c'est à eux d'impulser des choses pour faire en sorte que se mettent en place peut-être les bonnes pratiques? C'est toujours du domaine du politique d'impulser les grandes politiques publiques. Il faudrait d'abord que l'État soit exemplaire. L'État est le plus grand collecteur en France avec les collectivités territoriales. Ce sont les deux plus grands collecteurs de données en France. Ils ont des données sur l'ensemble des citoyens, sur beaucoup de sujets. De la santé, on en a parlé, mais aussi des informations fiscales, économiques, d'état civil. Enfin, il y a quand même beaucoup de données qui sont collectées par l'État. Et de plus en plus, on le voit avec la nouvelle carte d'identité qui va sortir, toutes les notions de biométrie, etc. Et vous allez encore plus le voir avec les notions de smart cities, où les villes vont collecter toutes les données pour pouvoir améliorer leur politique publique, et ils vont avoir accès à tout ce que les citoyens font dans leur ville. Donc c'est à l'État de donner l'exemple, et de dire, aujourd'hui, ces données, elles n'appartiennent pas à l'État en tant que collecteur, ça c'est la vision européenne des choses, les données appartiennent aux citoyens, à la collectivité quand on décide que ça appartient à la collectivité. Et donc, il faut les protéger et il faut éviter qu'elles partent à l'extérieur c'est pas simplement qu'elles partent pour qu'elles partent, c'est qu'elles soient exploitées à l'extérieur et qu'on puisse avoir derrière un retour économique d'offres spécifiques faites par des Américains ou par des sociétés américaines dans des domaines sur lesquels ils ont besoin des données. Et donc, l'État doit montrer l'exemple et en montrant l'exemple, aussi instaurer une politique publique volontariste pour expliquer ce que c'est. L'État doit donner l'exemple, mais l'État doit également inciter les entreprises et les particuliers à faire les bons choix. Et à ce sujet-là, et notamment en rebouclant avec la question de VH, est-ce que l'État n'a pas une part de responsabilité quand il promeut la transition numérique, mais qu'il ne promeut pas la transition numérique sécurisée? Parce que si on dit simplement à un dirigeant de TPE, PME, il faut que vous fassiez votre transition numérique, il faut aussi un site web de vente en ligne, par exemple. Il va regarder ce qui se fait, il va trouver une offre chez OVH qui est pas chère, il va investir dans cette plateforme, sur OVH, son serveur part en fumée, on lui a dit, bah oui, mais t'avais pas de PRA. Mais on lui a pas expliqué. Est-ce que ça fait pas partie de la responsabilité de l'État ? Si, ça fait partie de la responsabilité de l'État, c'est une évidence. C'est simplement, là je reviens sur ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de stratégie globale de numérisation des entreprises par l'État. C'est qu'ils ont pris des briques bout à bout et ils ont fait un espèce de bricolage. Mais quand je dis ça, c'est pas méchant, mais c'est que justement, comme on n'a pas un ministère complètement dédié, qui a l'intégralité de la transversalité, ils n'ont pas vu la totalité du sujet. Il est évident, et moi j'aimerais que dans le plan France Relance, quand on dit aux entreprises, on va vous donner des fonds pour vous moderniser, vous numériser, qu'on ait une part de cette numérisation qui soit réservée à la partie protection, cybersécurité, mais aussi protection physique des données. Et aujourd'hui, on l'a pas. C'est-à-dire qu'on donne des enveloppes nécessaires à des entreprises, des PME, pour qu'elles se numérisent. Et j'en ai vu une à qui on a donné une grosse enveloppe pour qu'elle puisse faire des jumeaux numériques de machines très performantes qui font des moules. Elle va faire des jumeaux numériques, mais elle s'était pas posé la question de la protection de ces données. Or aujourd'hui, quand on va numériser les entreprises, on va les soumettre à des risques d'attaque, à des risques justement d'incendie, des risques supplémentaires nouveaux, pour lesquels elles n'ont jamais été informées, éduquées, on n'a jamais fait de présentation de ce qui sont ces nouveaux risques. C'est la même chose dans les hôpitaux quand on les a numérisés à marche forcée pour que les résultats de labo arrivent directement aux urgences en moins de 10 minutes. On a créé des super tunnels avec des super informations, mais dedans, il y a des portes dans tous les sens et il y a des risques dans tous les sens. Et d'ailleurs, ils se sont pas trompés, les cyberattaquants. Ils vont taper d'abord là, pour deux raisons. La première, c'est que c'est facile. C'est toujours la question de l'opportunité. Et la deuxième, c'est que ça rapporte. Alors, l'État doit donner l'exemple. C'est ce qu'on disait il y a quelques instants. On est en train de vivre le psychodrame du Health Data Hub. On va dire un espace de collecte de données qui serait géré par Microsoft. Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, qu'est-ce qui se passe typiquement là, à cet endroit-là ? Pourquoi est-ce que la CNIL, la CNAM, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, en gros la sécurité sociale, pour une des rares fois, dit non, c'est hors de question qu'on file les données.
Quel est le point qui est en train de se passer, le psychodrame qui est en train de se passer à cet endroit? Parce que la compréhension qu'on a un petit peu l'affaire, c'est que l'État a décidé d'acheter du Microsoft sans consulter personne, et qu'en fin de compte, l'État, puisque la dernière fois que j'ai vérifié, en tout cas, vu de loin comme ça, la CNAM, c'est aussi l'État, dit « Ah non, je peux pas l'utiliser ». Le Health Data Hub, c'est un très bon exemple. L'idée de départ est absolument géniale et nous en avons besoin, c'est d'avoir des hubs de santé, donc des bases de données, des entrepôts de données de santé qui permettent de faire des études épidémiologiques, des études longitudinales et aussi des recherches. Et le gros avantage de la France, c'est que nous avons des données de santé dans les hôpitaux, mais nous avons aussi des données administratives, mais de très longue durée, avec les données de la sécurité sociale, la fameuse CNAM, c'est les données du SNDS. Et donc l'idée, c'est de croiser toutes ces données pour pouvoir, quand on en a besoin, en extraire ce dont on a besoin comme données pour faire une étude. Et donc l'idée du HDH est au départ une très bonne idée. Et là-dessus, il n'y a pas de question. Ensuite, c'est la mise en pratique de ça. Il y a eu une urgence. L'État a décidé qu'il y avait une urgence à créer le HDH, et donc ils se sont dit que, pour le fond, le HDH a été créé, et la directrice a décidé que la meilleure des solutions était une solution intégrée, facile d'utilisation, qui était celle de Microsoft Azure. Et c'est un choix qui était guidé dans l'urgence, et quand on l'a auditionné lors de la mission, on nous dit, mais personne n'aurait été capable de nous proposer ce que nous proposait Microsoft. Mais est-ce que l'État est dans son rôle en faisant ça? Parce que des Health Data Hub, si je ne me trompe pas, il y en avait déjà. Il y en avait au niveau des grands hôpitaux, la PHP en a un, si je ne me trompe pas. Est-ce que l'État est dans son rôle en disant, je vais créer, moi, quelque chose de national avec mes moyens? Est-ce que le rôle de l'État, plutôt que de construire, c'est pas simplement de labelliser et d'encourager ce qui existe déjà? Que l'État décide de créer le Health Data Hub, c'était pas une mauvaise... Il peut y avoir deux solutions. C'était soit effectivement de créer un label ou en tout cas d'encourager ce qui se faisait localement, parce qu'il y a des hubs locaux qui fonctionnent très bien. La PHP en est un exemple. L'Ouest en a fait un très très bon et avec un niveau de protection des données qui est absolument fabuleux. Et avec des règles de gouvernance qui sont des règles de gouvernance très particulières. C'est que chaque entrepôt de données de santé est localisé dans chaque CHU et la remontée des informations quand on a un besoin se fait uniquement à la demande et sur des serveurs propriétaires. Le HDH a décidé de fonctionner en cloud. Bon, très bien, c'est un choix technologique qu'ils avaient fait au départ. Sauf que ce choix technologique, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question de savoir s'il n'a pas été guidé par, une simplification à outrance parce qu'il fallait aller vite, 2, par un peu d'entrisme de la part de Microsoft en ayant préparé le HDH, et 2, avec, je vais dire, une sorte de volonté politique des personnes qui ont mis le HDH en place, de se dire que les solutions nationales étaient pas forcément au niveau et qu'il valait mieux aller chercher des solutions étrangères parce qu'elles apportaient une sorte de savoir-faire technique d'aura qui emportait une sorte de brillance sur le HDH. Et au contraire, ça devient un boulet pour le HDH. C'est ça qui est Monsieur Latombe, moi j'entends deux choses là-dedans. Le premier point, c'est vous dites entrisme. Quand on regarde que Amazon et la BPI, avec les données donc du PGE aujourd'hui, donc le prêt garanti par l'État, qui sont sur des serveurs Amazon, et Amazon qui est la société qui a été retenue par la BPI pour, on va dire, éduquer les commerçants au e-commerce. On voit Pôle emploi qui travaille avec Facebook dans la formation justement au digital des personnes en recherche d'emploi, exactement. Toutes ces choses-là, on se pose des questions, on se demande, alors c'est quasiment de la haute trahison, on pourrait dire, parce qu'on va à chaque fois chercher des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs français, européens. Vous dites, est-ce qu'il y a une sorte d'aura qui fait qu'on se dit on va se tourner vers eux, ou peut-être autre chose, des arguments... D'entrisme, de l'entrisme, le terme était intéressant. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on se tourne vers eux? Alors, le coup de la haute trahison, enfin, le mot trahison, je le mettrais pas. Ou alors dans des cas très particuliers, mais on n'est pas en guerre contre les GAFAM, donc juridiquement c'est pas le bon terme. Mais je comprends l'idée. Non, mais je pense qu'il y a un vrai problème d'aura. C'est que pour un certain nombre de personnes en responsabilité, mais on l'a vécu aussi dans les grands groupes avec certains directeurs informatiques, l'idée de dire on va prendre les Américains parce que c'est plus simple, 2, comme c'est américain, on est sûr que ça va marcher, et 3, c'est les meilleurs au monde, donc on va pouvoir se glisser dans on est les meilleurs au monde parce qu'on utilise la solution la meilleure au monde. Ça donne un peu de brillance et un peu de relief. Et il n'y a pas aussi le truc qui est de dire si jamais ça marche pas, je peux dire que je peux ouvrir le parapluie en disant on a pris le standard du marché, donc a priori c'est pas notre faute. C'est une aversion du risque en fin de compte. Alors c'est le deuxième point, c'est qu'il y a une forme d'aversion au risque, notamment chez les acheteurs, et c'est d'ailleurs une des questions qui s'est posée avec le HDH, c'est qu'il n'y a pas eu de marché public. C'est un achat sur étagère via l'UGAP. Pourquoi? Parce que les marchés publics, ils aiment bien dans les administrations en faire un seul, gros. Parce que la procédure, elle est simple et elle est vue du côté de l'État comme une procédure juridique et non pas du tout comme une procédure qui doit répondre à un besoin technique. Et donc l'avantage, c'est que passer un seul marché avec un seul fournisseur qui fournit tout d'un coup
et on n'a qu'un seul contrat à signer, c'est plus simple. Et ça pose la question du rôle d'acheteur, finalement, de l'État par rapport à tout ça. Aujourd'hui, il y a, dans les grandes entreprises privées, il y a des acheteurs, il y a des gens dont c'est le métier. Est-ce que là, on n'a pas quelque chose qui est en train de se passer ? Est-ce qu'on manque finalement de gens qui sont formés à être des acheteurs de ce type de solution ? Alors, je vais un petit peu compléter, voire modifier la question, je m'en excuse, mais je voulais revenir aussi sur quelque chose que vous venez de dire, Monsieur Latombe. Vous dites, on n'est pas en guerre contre les GAFAM. Pourtant, il me semble que le commandant en chef de l'État a parlé de bataille du cloud. Il y a une bataille, mais il n'y a pas de guerre ? Si on regarde l'histoire, il peut y avoir beaucoup de batailles sans avoir de guerre. Est en lien, je me permets. Je comprends, mais là aussi, oui, on est en bataille dans le sens où aujourd'hui, nous n'avons pas de solution de cloud du niveau des Américains en termes de taille et d'utilisation que nous pouvons promouvoir et qui serait capable d'absorber le volume de ce que nous pourrions lui confier. OVH ? Oui, mais OVH est encore beaucoup plus petit, beaucoup trop petit par rapport à ce que Microsoft et les autres font. Bah, il faut l'aider à grandir. Il y a Outscale aussi. Non, mais il faut qu'on les aide à grandir. Il y a des projets européens comme Gaia. Il y a Gaia, mais Gaia a des questions. Le fait qu'on ait introduit dans le deuxième cercle des contributeurs des Américains notamment, pose des questions sur Gaia. À nouveau de l'entrisme peut-être ? Par contre, c'est une certitude. De l'entrisme de la part des GAFAM, il y en a beaucoup, partout, et surtout au niveau européen. Du lobbying. Il y a du lobbying. Le lobbying, il est très clairement, et d'ailleurs, ils s'en cachent pas. Ils sont obligés de le déclarer, ils dépensent des montants fabuleux, ce qu'OVH ne peut pas faire. Et donc, il y a aussi ça. C'est qu'il faut qu'on puisse rééquilibrer avec les acteurs européens cette capacité à faire du lobbying et à faire de l'entrisme. Pour revenir à la question de départ, est-ce qu'on est en bataille ? Oui. Est-ce qu'on est en guerre ? Non. Parce que aujourd'hui, si nous décidions, mais c'est la question que vous avez posée tout à l'heure, d'utiliser uniquement des solutions européennes ou des solutions françaises, bleu, blanc, rouge, on fera pas grand-chose. Alors justement, pas seulement les utiliser, mais pardon, Damien, mais pas seulement d'uniquement les utiliser, effectivement, ça serait du protectionnisme, mais au moins de les considérer, puisque dans le cas précis du Health Data Hub, ils n'ont pas été considérés. Et donc justement, j'en reviens sur la question de l'acheteur. En gros, c'est le job de ce type de personnes-là qui sont là pour essayer de regarder le marché, d'essayer d'évaluer les solutions et ensuite de dire on va aller de manière consciente, parce que ça répond à tel cahier des charges, vers là. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un problème de compétence au niveau de l'État sur ce type de métier qu'on retrouve classiquement dans les entreprises ? Est-ce qu'il y a quelque chose là est-ce qu'il n'y a pas une brique qui nous manque ? Alors, oui, on a un problème. D'abord, sur la formation des acheteurs. Les acheteurs sont formés sur la partie juridique et ne sont formés quasiment que sur cette partie-là. Et pas sur la partie technique. Et pas sur la partie technique. Et donc, ils font très peu de sourcing. Ils font de la réponse à demande. Et en plus, ils le voient du côté uniquement juridique et contentieux. Ils veulent se protéger de tous les contentieux qu'il pourrait y avoir. Mais ça, c'est aussi un problème européen. C'est qu'on a tellement mis la transparence, le cadre normatif des marchés publics au niveau européen, ça c'est issu des pays notamment de l'Europe du Nord, que on en est victime un peu en France. C'est que du coup, on a créé des cohortes entières d'acheteurs qui se protègent à chaque fois qu'ils passent un marché. Et ensuite, on a un vrai problème, c'est que la définition des besoins, qui ensuite sont envoyés aux acheteurs pour qu'ils achètent, n'est pas correctement fait. Parce qu'on n'a peut-être pas notamment toutes les compétences au sein des directions des services informatiques de l'État ou des collectivités pour se dire que on pourrait utiliser 3 briques simplement, et notamment européennes, pour créer ce dont on a besoin. Et qu'ils seraient capables de les rendre interopérables et rendre fonctionnels. Et aujourd'hui, quand on n'a pas la compétence technique, et quand on a quelqu'un qui arrive avec une solution intégrée et qui marche toute seule, ben on la prend. Donc voilà, oui, on a un problème d'acheteur. Oui, donc il y a une question, plus globalement même, de ce que j'entends, d'éducation, de compréhension, de compétences au niveau de l'État et au niveau des collectivités pour essayer d'aborder ce nouveau monde technologique qui peut être complexe, mais sur lequel il y a un vrai enjeu, on l'a vu notamment bien sûr, de souveraineté. Merci beaucoup, Monsieur Latombe, pour ce moment passé ensemble. François, on se retrouve la prochaine fois au prochain numéro. Avec grand plaisir. C'est parfait. C'était On n'est pas des moutons. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et mettez-nous bien sûr des étoiles. Faites-nous plaisir. Et puis à très vite. Et d'ici là, ayez le réflexe de reprendre le contrôle de vos données. C'était On n'est pas des moutons, reprenons le contrôle de nos données, un podcast Oxybox.